Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, on retrouve Lucille et Fanny qui ont créé La Maison Naïve il y a quelques mois et qui nous avaient raconté le début de leur aventure entrepreneuriale dans l'épisode 77. Elles ont choisi toutes les deux d'intégrer mon podcast Fait Main dans leur communication car elles savent que vous aimez découvrir les coulisses des marques créatives autant que moi. On a donc préparé ces épisodes ensemble dans le cadre d'un partenariat pour lequel je suis rémunérée. Et je vous précise tout ça parce que j'aime la transparence. Après avoir parlé du lancement la dernière fois, dans cet épisode, on a beaucoup échangé sur la slow fashion et la production raisonnée, car elles viennent d'agrandir leur collection de tissus, avec des tissus français, même bio quand c'était possible. On y retrouve des cotons tissés à petits carreaux, des crépons de coton et des gabardines, qui s'accordent tous parfaitement avec les tissus déjà sortis. Elles ont également développé un petit produit pour lequel les ventes sont reversées à la Ligue contre le cancer. Et comme elles ont ouvert la vente de leurs tissus aux revendeurs, cela a été aussi l'occasion de parler de vente dans ce qu'on appelle le B2B. J'ai adoré cette conversation. Alors, je sais que je vous le dis très souvent, voire tout le temps, mais c'est vrai à chaque fois. Je trouve ça tellement chouette d'échanger avec des entrepreneurs qui s'engagent. Chacun dans notre périmètre, dans notre savoir-faire, nous avons des moyens d'agir pour mieux vivre ensemble et consommer de manière éclairée et dans le respect du vivant. On n'est pas parfait, et à démarrer par moi, et on n'atteindra jamais sans doute la perfection, mais on peut faire des petits pas, les uns après les autres, dans le bon sens. Allez, on y croit. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lucille, bonjour Fanny, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode ensemble. J'allais dire bienvenue dans le podcast Fait Main, mais parce que c'est mon habitude, mais bon allez, si je vous dis quand même, bienvenue. Merci. Alors, comment vous allez? En cette rentrée, on est début septembre. Comment ça s'est passé cet été? Eh ben, écoute, cet été, on s'est un peu remise de nos émotions du lancement parce que on a eu des bons retours. On était assez contentes. Les motifs qu'on a proposés ont plu, donc ça c'était cool. Donc on a un peu profité de l'été qui est toujours un peu plus calme en couture pour se remettre bien les idées en place et essayer de voir ce qu'on voulait faire pour la suite. Voilà, bien préparer la rentrée et puis commencer quelques projets un peu en parallèle parce que c'est un peu l'occasion l'été d'avancer sur des choses un petit peu comme ça de notre côté. Donc oui, et puis de s'inspirer aussi parce que du coup on a l'esprit un peu plus reposé aussi, donc voilà. Oui, un moment un peu plus finalement sur des réflexions stratégiques parce que l'opérationnel peut pas forcément avancer. Au mois d'août en France, on sait rien quoi. Jusqu'à présent on avait un peu la tête dans le guidon, même si on avait évidemment on a des grandes lignes de développement et on connaît notre stratégie, on sait où on veut aller. Mais c'est vrai que après un lancement on est forcément dans la réaction et dans il faut faire maintenant quoi. Ouais, on en a profité pour un peu se poser, un peu pas réorienter, mais en tout cas avec les nouvelles données qu'on avait, se dire réajuster le plan qu'on avait et puis essayer de proposer toujours quelque chose qui puisse plaire pour la suite quoi. Parce qu'on nous a beaucoup demandé qu'est-ce qui allait se passer sur la suite. C'est-à-dire que, j'allais dire une semaine, mais 2-3 semaines après le lancement, on nous demandait déjà les nouveautés, quand est-ce que ça allait être, qu'est-ce qu'il y aurait de plus. Enfin, voilà, donc on a été pas mal challengés. Ouais. Alors qu'en fait, vous aviez déjà tout donné, quoi. Enfin, c'était déjà énorme ce que vous aviez réussi à sortir. Oui, et puis c'est ce qu'on disait sur le premier podcast. Finalement, on n'a pas réussi à sortir tout ce qu'on voulait sortir, donc on leur dit oui, c'est prévu, mais laissez-nous quand même parce que on veut, c'est sourcer des bons fournisseurs. On a des valeurs qu'on veut mettre au travers. Et si c'est pour faire tout à la va-vite, aller au moins cher, faire plus de marge et faire pas de la qualité, c'est pas non plus la manière dont on voit la boîte. Donc voilà, on prend notre temps. On sait que on est peut-être un peu attendu et que les gens attendent la suite parce que les motifs, c'est sûr, on les a vus, peut-être on s'en lasse un peu plus vite. Donc voilà, on comprend aussi qu'il y ait cette attente-là. De toute façon, il y a toujours de la demande parce que les gens craquent pour un motif et puis ensuite ils aiment l'univers. Donc, il en faut toujours plus. Plus le catalogue est étoffé, plus les gens craquent. Et on le sait parce qu'on est pareil. On est pareil.
Vous êtes vos propres clientes, donc du coup, vous connaissez bien le truc. Ouais. Donc, quand on a fait le premier épisode, on était dans l'euphorie du lancement, etc. Avec maintenant quelques mois de recul, comment vous avez vécu ça? Et est-ce que, quand tu disais, Fanny, vous avez dû réajuster un petit peu les choses, est-ce que vous étiez finalement, comment dire, proche des estimations, voilà, des prévisions de vente que vous aviez faites, ou est-ce qu'il y avait un peu d'écart? Non, on avait quand même assez bien visé. Je pense qu'on a été auprès de la banque, on a été quand même très, comment dire, on s'est pas dit on va vendre des milliers des cents. On a été très, comment dire, Réaliste. Réaliste. Voilà, je cherchais le mot. Et du coup, ça nous permet aussi de nous dire bon, ok, c'était réaliste, certes. Ça veut dire qu'on est aussi dans le bon chemin et on a des réajustements, mais c'est plus sur l'offre, je pense, que sur la stratégie en soi qu'on avait établie au début. Oui, parce on connaît à la fois le domaine et les clientes. On connaît bien de par notre expérience. Donc on savait à peu près comment ça allait se passer, c'est-à-dire un lancement où même si on l'avait travaillé en amont, on n'avait pas forcément le public qui était là puisqu'on était toutes nouvelles. Un été où on sait que les gens partent en vacances et c'est un petit peu plus calme, donc on se recentre nous sur d'autres projets et sur la société. Et là, à la rentrée, on sait à peu près les grandes trames du milieu. Donc, et puis il y a un calendrier aussi très chargé sur la fin de l'année. Voilà, il y a les salons, il y a Noël. On sait que c'est des dates qui sont stratégiques pour une entreprise qui est dans le loisir créatif, parce que le salon CSF que les personnes qui pratiquent la couture et les loisirs créatifs connaissent très bien sur Paris et sur lequel on va être. Voilà, c'est des gros développements pour nous, c'est des points stratégiques qu'on avait discuté avec la banque. C'est aussi ce qui va nous permettre d'atteindre une certaine audience. Et Noël, typiquement, c'est des cadeaux, on sait que c'est une fin d'année et quand même en termes de pas de vente, mais oui, et ça on l'avait déjà pas prédit parce qu'on peut pas tout deviner, mais on le savait. On savait ce qu'on avait prévu globalement avec les petits réajustements, mais jusqu'à la fin de l'année, on sait exactement où on va parce que et même plus loin, mais en tout cas niveau réajustement, il y en a eu quelques-uns, mais c'était plus sur le catalogue en fonction des envies qu'on a eues des demandes et puis des retours en fait, parce que on avait ouvert cette discussion auprès de la clientèle en disant voilà, si vous avez des retours à nous faire. D'ailleurs, on en a eu sur le packaging, on en a eu, mais c'était pas négatif. Au contraire, c'était plutôt ok, c'est simple, c'est bien, c'est ce qu'on attend. Enfin voilà. Et du coup, on s'est dit ok, on est quand même dans du retour qui est positif. Il y a des personnes qui nous ont demandé de réajuster des choses qu'on a pu mettre en place puisque on avait les clés en main. Donc voilà, c'était plus des petits ajustements, mais je trouve que sur la stratégie, elle reste globalement la même. Et on n'a pas tapé à côté, on est dedans. Donc ça veut dire que le boulot, il a quand même été fait avant, donc ça, c'est cool. C'est clair. Parce que moi-même, en ayant reçu ma commande, je dis, c'est génial, c'est chouette. Et effectivement, alors j'ai pas été une très bonne élève, mais j'ai eu un été un peu chargé, mais j'ai pas encore cousu les tissus. Ben oui, mais on le connaît, le cycle. En fait, on est couturière aussi, on sait qu'on va acheter un tissu. Et puis la vie à côté fait que voilà, et parfois on a lu aussi certains commentaires qui nous disaient nous on n'ose pas le toucher le coupon, donc on peut comprendre aussi, mais on sait que quand les clientes achètent, c'est pas pour tout de suite, et ça nous va aussi parce qu'en fait sinon on tombe dans la fast fashion et dans la mode et c'est pas du tout le but en fait. Le but c'est de réfléchir à son projet, d'utiliser les bons tissus, les bonnes matières, le bon modèle, de le mettre en valeur et surtout de le porter plus de 6 mois quoi, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire si, ça a l'intérêt de faire de la couture, bien sûr, mais voilà, on reste dans le slow fashion et on essaye un peu de combattre ça, de cette vitesse qu'a pris la mode ces dernières années, quoi. Nickel. Mais je suis bien d'accord avec vous. Et puis justement, sur la partie engagement éco-responsable, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais on voit que ça transpire aussi et que c'est une prise de conscience que vous aviez dès la conception de l'entreprise. Oui. Vous avez pas eu ce réveil ces derniers temps un peu là. Oui, on en a conscience depuis longtemps parce que déjà, si on s'est mis à la couture, c'est en partie pour ça. En fait,
quand on voit ce qui se passe dans les magasins et cette fast fashion qui existe, c'est un peu démoralisant et quand on coud, enfin, au bout d'un moment, on n'a plus envie d'acheter parce qu'on sait la valeur. Enfin, je pense qu'on Oui. en avait déjà parlé au premier podcast, mais ça, c'est sûr qu'on l'avait déjà en nous. Ensuite, voilà, comme on a travaillé dans ce domaine du textile, on sait comment ça se passe et il y avait des choses qu'on avait en tête pour notre propre marque. Oui, des choses qu'on n'avait pas envie de reproduire. Donc, Oui, qu'on voulait instaurer et sur lesquelles, enfin, il n'y a pas de marge de négociation pour le coup. Et d'ailleurs, c'est là où il y avait l'espèce d'incertitude qu'on avait au lancement, c'est de se dire, bon, ok, dans les faits, on adorerait produire en Europe et encore mieux en France, mais comment ça va se passer niveau fournisseurs? Est-ce qu'ils vont accepter tout ça? Et puis finalement, on les a trouvés. Ils existent, ils sont là, ils ont un savoir-faire qui est juste à côté de chez nous. On va pas aller chercher plus loin pour marger 2 fois plus. Et enfin, évidemment, il fait 2 fois le tour de terre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que si tu marges 4 fois et que derrière t'as un transport qui met 3 mois et que ça te coûte une blinde, bon, enfin, je sais pas. Et puis en plus, c'est pas du tout notre manière de penser. Nous, notre fournisseur, nos fournisseurs sont très proches de nous, donc il y a aussi une réactivité qui fait que c'est aussi plaisant de travailler avec eux, quoi. Ouais. On a un problème, on va à l'usine, on discute avec eux et on les a en face, quoi. Donc, là, vous avez dû faire du réappro, recommander des métrages de tissu ou vous aviez déjà... C'est en cours. Ouais, D'accord. On n'avait pas fait une production énorme parce que... après, bon... non, c'est des productions raisonnées. Voilà. C'est comme on a le fournisseur à côté, on a aussi la réactivité, ce que je disais tout à l'heure, et donc on peut se permettre de faire des productions raisonnées et d'avoir un réassort assez rapidement. Il y aura peut-être des ruptures, des choses comme ça, mais ça ne durera pas très longtemps puisque le fournisseur est encore une fois à côté. Donc, on préfère produire raisonnablement et ne pas avoir de stock dormant. On essaye de faire une petite production pour la maîtriser en fait, parce que on sait qu'on peut relancer s'il faut au moment opportun, parce que on n'a pas envie de brader. Déjà, on peut pas se le permettre. On n'a pas envie déjà de faire des soldes, de brader des tissus. Enfin, ça nous semble pas adapté en fait, parce qu'on estime que on sort des choses qui sont un minimum intemporelles. Bon, on peut pas dire intemporelles pour toute la vie, mais plusieurs saisons. On espère que ça plaira sur plusieurs saisons, notamment parce qu'on va sortir des choses complémentaires, donc ça va permettre de réinventer un petit peu les tenues, les motifs. Voilà, donc on produit petite quantité et puis on surveille ça de près et s'il faut on relance. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est là où ce que tu disais, où pas les stats, mais les prévisions qu'on avait prévues, il fallait quand même qu'elles soient réalistes. Parce que finalement, ces prévisions, c'est ce qui nous a aussi permis de commander le premier stock. Et du coup, si on n'était pas réaliste et qu'on avait surcommandé, effectivement, on se retrouverait avec des kilomètres de tissu. Voilà. Et c'est là aussi où l'analyse de données, elle est importante, et connaître sa clientèle et connaître son marché, c'est important. Parce que voilà, ça permet de dire, OK, on va commander ça sur le premier stock. Après, éventuellement, on réajustera, on commande plus, on commande moins. Mais ton calcul au début, il est basé sur des données et du coup, tu es obligé un peu de faire un pari. Mais le pari était plutôt bon parce que on n'est pas arrivé en rupture tout de suite. On n'est pas en surstockage non plus puisqu'on commande là un réassort et on estime qu'en 4 mois, c'est quand même raisonnable. Non, je pense que voilà, c'est quand même bien. Et puis, c'est aussi gratifiant de commander un réassort, justement. C'est clair. Voilà, donc voilà. Génial. Et l'idée, c'est de garder au catalogue, finalement, tous les tissus que vous allez créer au fur et à mesure. Typiquement, là, cette collection, est-ce qu'on va encore la retrouver? Est-ce qu'on pourra encore acheter le tissu dans 2 ans et demi, admettons? Dans l'idéal, oui, mais on se laisse un peu de liberté. S'il y a des choses qu'on a envie d'arrêter, de reprendre plus tard. Enfin, c'est pas une collection qu'il faut acheter maintenant tout de suite parce que dans 6 mois elle y sera plus. Voilà. Non. Si c'est ça le fond de la question. C'était un peu ça effectivement parce que je comprends l'idée de dire qu'on a envie de changer, tu vois, parce que vous avez envie de nouveautés aussi et parce que finalement on pourrait se dire ça bride un peu la créativité d'avoir toujours le même catalogue, etc. Mais en fait, si on l'enrichit, alors après, évidemment, il faut pouvoir le stocker. Il y a évidemment cette question-là. Moi, il y a ce côté-là, je trouve, un peu de marketing de l'urgence qui me dérange de plus en plus. Parce que finalement... Oui, c'est ce qu'on retrouve justement dans
milieu de la dans mode. voilà. Ou finalement, mais quel que soit le sujet, hein, c'est pas que la mode. Tu te dis, allez, j'hésite, mais bon, je le prends quand même, ce truc, peu importe ce que c'est, parce que potentiellement, dans une semaine, il y est plus et il sera plus jamais produit, tu vois, parce que les magasins dans lesquels on achète la plupart de des affaires, des objets, finalement, c'est toujours ça. Tu sais pas, tu vois, quand tu demandes, est-ce que vous allez être livré de ça la semaine prochaine, dans un mois, ils en savent rien. Ouais. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'acheter à des petites marques. C'est là où nous on mise sur des comportements d'achat qui sont quand même un peu plus responsables. Bon, on nous a vaccinés avec le Covid, le retour au savoir-faire français, machin. Alors je pense que tout le monde était vraiment motivé à racheter français, à réintégrer des savoir-faire en France. Maintenant, dans les faits, en effet, oui, c'est plus compliqué. C'est compliqué de c'est toujours, changer. c'est toi qui travailles dans le marketing, c'est comme le déclaratif, les enquêtes déclaratives. Oui, j'achèterais si, et en fait, quand tu lances le produit, ça achète pas. Ben voilà, on est dans la même chose. Évidemment que les gens ont envie d'acheter français, évidemment que les gens ont envie d'acheter local, mais quand ils voient le prix, bah c'est compliqué. Et on peut comprendre. On peut comprendre. Mais en même temps, quand vous mettez un prix dans un produit français, il faut aussi vous dire que c'est pas un produit pour une saison. C'est un produit pour 2, 3, 4 saisons. Peut-être que ça va aller chez le petit frère après, peut-être que... Voilà, bon, c'est aussi pour ça que nous, notre nuancier de couleurs, il est relativement... Bon, moi, je l'estime plutôt doux. On va pas tomber dans des couleurs qui sont très à la mode en ce moment, mais alors peut-être parce que ça nous correspond moins aussi dans notre style, mais voilà, c'est quand même des couleurs qui reviennent assez souvent et qui peuvent revenir d'une année à l'autre et qui s'accordent les unes avec les autres. Voilà, et c'est l'idée derrière cette intemporalité. C'est de se dire, on n'est pas là que pour une saison, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, nickel. on est alignés. On est alignés. Pour l'instant, c'est bon. Très bien. Alors, avant de parler des autres, de la collection qui va arriver, etc., parce que vous m'avez glissé 2-3 infos, donc je sais déjà. Il y a eu une exclusivité. Revenons avant sur le patron que vous avez sorti quelques semaines après l'épisode du podcast, et j'étais là, mais quoi? Elles m'ont rien dit. Il faut quand même dire qu'on a eu un petit message de Mélanie qui nous a dit dis donc les cachotières là. Bon. Bah oui, on avait gardé un petit peu de surprise quand même pour toi. Et pour nous aussi parce que c'était le premier patron et ça a été épique. Non, pas épique, mais on découvre. Là pour le coup, on découvrait un domaine qu'on connaissait. Ouais, on découvrait quand même. Pour être totalement honnête. Oui, c'est assez technique et on a découvert des choses. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses. Oh bah oui, toi. Oui. Donc, il y avait pas mal d'incertitudes sur le temps que ça allait nous prendre pour tout finaliser parce que c'est long, bon, c'est du travail aussi, hein, les tissus, mais c'est un très long processus. En plus, on maîtrisait pas toutes les étapes. On a effectivement, il a été gratuit pendant une dizaine de jours. Ça fait partie d'un plan je t'apprends rien. Enfin voilà. mais c'est surtout qu'on s'est dit, ok, c'est pas parce que c'est gratuit que ça doit être bâclé et que ça doit être 4 carrés les assemblés les uns avec les autres. Donc voilà, il y a eu un vrai travail de modélisme. Ça, Lucille peut t'en parler plus que moi parce que c'est elle qui a suivi ce truc. La petite histoire, c'est qu'évidemment, il devait sortir en même temps que la collection. Évidemment, on n'a pas eu le temps. Bon, voilà. Mais en même temps, ça rythme un petit peu finalement les choses et les actions de communication que vous pouvez faire autour de la marque. Donc, non, mais finalement, c'était très bien. Hein. C'était très bien comme ça. Et puis, il faut se répartir aussi la charge de travail. Et puis, c'est ça. Tu peux pas tout mener de front tout le temps. C'était, finalement, sortir un patron un petit peu à part des tissus, ça a du sens parce qu'en plus on l'a offert. Donc nous, évidemment, on avait en tête que les gens allaient le coudre avec des tissus qui n'étaient pas forcément les nôtres. Donc nous, l'idée, c'était de diffuser le patron, de montrer le savoir-faire qu'on avait dans ce domaine-là. Même si on se lançait, on a essayé vraiment de faire quelque chose de qualité. Donc c'était de faire un petit cadeau, de montrer les patrons, d'élargir, d'enrichir le catalogue. Et voilà, donc finalement c'était aussi bien. Le but c'était pas de se dire tout le monde va coudre Riyad dans les nouveaux tissus. Non, c'était de diffuser la marque au travers d'un autre produit couture type. Oui, que le tissu. Mais pour le coup, je pense que tu peux peut-être parler du développement du patron parce que c'est assez.
je pense que les gens se rendent pas compte de toutes les étapes qu'il y a derrière de création. On part de rien, en fait, d'une envie. C'est ça. Bah, nous, on avait en tête un modèle. On était raccord, hein. Oui, on était raccord. On avait un modèle printanier, de chemisette, voilà, pour le printemps en tête. Donc, on a réfléchi à tous les détails. On a confié ça à une modéliste qui nous a bien aidés. Ouais. Et puis, il y a un gros travail ensuite pour pouvoir proposer aux gens quelque chose de qualité. Ou je sais pas si toi, tu t'es déjà lancé dans des patrons de couture. Oui. Grosso modo, comment ça se présente. Ouais, et c'est compliqué la première fois. Moi, je couds depuis très longtemps, mais les vêtements, c'est chaud. Et en fait, on veut quelque chose qui soit de qualité, mais qui s'adresse aussi aux gens qui débutent. Accessible. Donc, accessible. Donc, comme c'est un petit peu technique, parce que tu as soit une grande planche que tu fais imprimer en A0, déjà, bon, il faut aller chez un imprimeur, bon, tu as la grande planche, ou alors tu imprimes en A4 via ton imprimante, et puis ensuite, bien sûr, il y a toute la partie couture. Donc, mais tout ça, c'est technique, en fait. À partir de l'impression jusqu'aux finitions du vêtement, c'est quand même assez... Mais même avant, puisqu'avant, t'as toute la gradation, t'as la digitalisation. Voilà, après, c'était mon travail, mais je veux dire, même pour la personne qui... Oui. Il y a beaucoup de questions techniques que tu te poses quand tu te lances dans la couture d'un vêtement à partir de l'impression d'un patron. Et on voulait que tout ça, ce soit très clair, même si c'était notre premier. Donc, on a bien peaufiné les détails, et puis oui, parce les gens la chaîne de valeur de construction d'un patron et de vente d'un patron, elle est énorme. C'est pas aussi énorme qu'un textile, mais il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'intervenants. Bon, maintenant, on va en internaliser pas mal, puisque finalement, Lucille s'est formée un peu sur le tard, donc bon. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de gradation, il y a la digitalisation, il y a toutes les étapes de montage à faire. Donc, les prototypes. D'ailleurs, sur le montage, c'était assez drôle parce que Lucille, elle me dit bon, moi c'est bon, j'ai fait les étapes de montage, j'ai fait le livret, à toi de coudre. Donc moi, je couds derrière sans avoir vu le truc, sans avoir vu les étapes préalables parce que je veux découvrir et me dire non mais attends, là c'est pas logique et tout. Oui, c'était le but. Hein. Et première étape, ça a pas loupé. Je dis mais attends, mais ton dessin il est faux là. Elle me dit mais non. Je dis, si, ton dessin, il est faux. Et donc, tu l'as refait une deuxième fois, et la troisième fois, il était encore faux. Non, après, c'était bon. Mais, il y avait une histoire de surgir. Enfin, bon. Oui, parce que bon, j'avais fait les dessins sans avant de coudre. Après avoir cousu sans montage. En fait, l'explication était bonne, ouais. Mais il faut dessiner les pièces. Sauf que moi, je l'ai fait de tête. Parce que quand j'ai fait les illustrations, je n'avais pas la couture sous la main. Donc forcément, j'avais fait les formes de la chemise un peu comme ça et ça collait pas. Mais bon, c'était un petit détail. Ça. Ouais. Mais j'en ai bien sorti. Oui. Nickel. Bon, après, elle est pas très compliquée. Enfin, ça reste une chemise qui est quand même assez rapide et simple. Ouais, le montage, franchement, les gens sont très contents. Le montage, il y a pas mal de personnes pour qui c'était la première chemise et c'est quand même une étape. Moi, ça remonte, mais je m'en rappelle de ma première chemise. Colle, pied de colle, tout ça, c'est un peu technique. Et franchement, les gens ont été ravis de coudre une première chemise et que ça se passe bien comme ça. Ouais. Donc, et puis, il y avait aussi ce côté, ok, on va proposer le patron, mais il y a aussi tout ce qu'il y a après. C'est-à-dire que il y a quand même un livret d'explications pour comment l'imprimer chez soi. Là, il faut rien oublier, parce que sinon, tu as des questions SAV après, tu en as beaucoup, donc tu anticipes vachement. Nous, on a fait des articles blog pour accompagner vraiment tout ça. C'est des articles qu'on peut retrouver dans d'autres marques, mais il fallait qu'on les nôtres aussi. Donc voilà, il y a toutes ces étapes-là, et finalement, le travail se répartit assez bien entre nous deux. Donc, on n'est pas overbooké au même moment, Lucille et moi, mais du coup, ça reste assez fluide quand même. Bon, top. Alors, nouvelle collection. Dites-nous tout. Ça y est, on est capable d'en parler. Oui, c'est assez proche et tangible là. Ouais, c'est bon. Ouais. Enfin, il y a des trucs qui sont juste là. Donc, voilà. Ils sont donc, ce sont des nouveaux tissus qui viennent en complément de cette collection poème marocain que vous avez sortie. Ça. Ouais, c'est des motifs, ouais. Donc c'est la même collection. C'est pas. Alors, en fait, comment vous en parler en fait, nous, on a lancé la Maison Naïve avec la thématique poème marocain, mais comme c'est des choses qu'on garde au catalogue et qui ont l'empreinte de la marque, c'est-à-dire des couleurs, des demi-teintes, on va dire,
un peu douce, voilà, et un côté un peu bohème et poétique. On reste dans cette lignée-là, et comme les tissus vont rester au catalogue, on va moins parler de poèmes marocains, et puis ça devient permanent. Ouais, on va plus parler Voilà. de l'ambiance, du nuancier, des matières, plus que de poèmes marocains en particulier avec les motifs qu'on a sortis. Voilà. Après, tu nous connais, hein, du coup ça va bien ensemble, motifs et... Exactement. Alors, donc, c'est des motifs ou c'est des unis? Alors voilà, c'est justement des unis. Donc c'est aussi pour ça que ça vient compléter les motifs qui sont déjà sortis. C'est quelque chose qu'on avait en tête dès le début. Dès le début, ouais. Parce que c'est vrai que les imprimés, c'est super sympa. Enfin, c'est créatif, ça donne tout de suite un style à la collection. Enfin, c'est très parlant. Mais on voulait aussi des unis parce que on trouve ça super chouette pour compléter les motifs. Parce que bon, même si en ce moment c'est un peu la mode, mais le mix and match de motifs, c'est difficile. Enfin, on a des motifs qui sont assez forts, des couleurs qui sont quand même un peu vives, les couleurs de fond. Donc, c'est difficile d'imaginer toute sa garde-robe dans nos tissus imprimés. Donc, nous-mêmes, on avait envie d'unis pour compléter. Puis, il y a certains vêtements qu'on peut pas faire en viscose. Oui, et puis de toute façon, voilà. on est attirés de plus en plus, nous deux, par des unis plus que par des motifs. Parce que dans notre quotidien, en fait. Du coup, c'est encore plus intemporel. Voilà, parce qu'un motif, c'est vrai, au bout d'un moment, ça peut être lassant. Enfin, voilà, nous, par exemple, on les voit tous les jours. On a cousu des vêtements. On n'a pas envie de coudre 5 vêtements dans le même tissu. Enfin, c'est quand même compréhensible parce que c'est assez marqué. Alors qu'un uni, ça pose pas de problème. Enfin, par exemple, si on prend les unis roses, moi, tous les jours, je peux m'habiller en uni rose. Oui, je sais. Pour voir. Mais en jonglant, enfin, c'est plus intemporel. Non, je pense que les unis, c'est vraiment... je pense que tout le monde sera d'accord. On tend un peu plus vers ça. Parce que c'est quand même sympa d'avoir une petite tenue avec plusieurs unis associés les uns avec les autres. Ou alors juste un motif et puis la veste et le bas en uni. Enfin, voilà. Je pense que c'est... Nous, en tout cas, c'est des styles c'est un style vers lequel on tend même... oui, personnellement. Dans notre déco, dans notre... voilà. Et du coup, on avait envie d'avoir ce complément d'unis et surtout, on a envie de s'habiller en unis, donc on fait des unis. C'est simple. C'est l'avantage d'être son propre chef. Exactement, tu peux faire ce que tu as envie d'acheter. Tu aurais envie d'acheter. Oui, c'est ça. On avait envie de matières différentes aussi parce qu'on avait, on en avait parlé, mais on a sorti la gabardine, tu sais, avec le motif prairie. Sur lequel, on a flashé sur tous nos motifs, mais on avait vraiment envie de le sortir sur une gabardine pour avoir un tissu un petit peu plus épais, mais à motif. Et c'est quand même chouette de pouvoir se coudre. Nous, on avait fait nos salopettes, une veste. On a fait des pièces qu'on peut pas coudre en viscose. Ouais. Donc, c'était une évidence pour nous. Et puis voilà, l'évidence. On a trouvé des matières qui, enfin, nous, elles nous ont transportés, quoi. Enfin. Non, mais c'est vrai, c'est des tissages qui sont... Enfin, on les a là sous les yeux quand on les a réceptionnés, mais moi, j'étais comme une dingue avec les rouleaux, quoi. J'ai envoyé 15 photos en disant « Mais regarde !» Elle me dit « Oui, je les connais !» Et c'est vrai que c'est des matières... on a envie de se lever dedans, donc là, on n'a pas forcément le temps, mais il va falloir qu'on trouve le temps pour coudre, parce qu'il va falloir qu'on shoote quand même. C'est le moment de coudre. Ouais, là, c'est le moment de coudre, on est en plein dedans, mais c'est... Et pour le coup, on est capable de se coudre plusieurs pièces dans un uni, ce qui n'est pas forcément le cas avec un motif. Et... Ouais, c'est ça. Mais on est super contente, et puis ça a été long. Les fournisseurs, c'était compliqué. Pour rien cacher, on devait sortir ça pour l'été. D'accord. On a décalé parce que on voulait vraiment être sûr, on voulait trouver les bons fournisseurs. C'est ce que je te disais en off, c'est que on est super contente parce qu'en fait, ce sont des tissus qui sont tissés en France et teinté en France, donc c'est 100% français, et ça, on est très très fiers de pouvoir le proposer, parce que ça fait un peu la différence, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, ils sont labellisés Ecotex 100, c'est ça? Oui, alors, ils sont standard 100 Ecotex, l'entreprise est labellisée Entreprise du patrimoine vivant, et on a un tissu bio. On a un tissu bio, un coton bio, ouais. Ouais, on a pu trouver un tissu bio. Donc c'est vers ça qu'on veut aller, c'est-à-dire poser le plus français possible, le plus labellisé et bio si possible.
D'accord, bah c'est génial, ouais. Parce que l'étape d'après, ça serait d'être labellisé GOTS, que les tissus soient Alors, en GOTS. fait, c'est comme bio, en fait. Enfin, Ouais. D'accord, donc le tissu bio est GOTS. c'est ça, ouais. Oui. D'accord, ok. Bon, bah cool. Parce qu'effectivement, on parle de viscose. La viscose, je crois que c'est un des, des tissus les pires, c'est ça? Alors, la viscose, Classique. il y a une fabrication qui peut être assez polluante, donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien surveiller les usines avec lesquelles on travaille. D'accord. Par contre, il y a un nouveau type de viscose, enfin, Une c'est pas fibre, vraiment- c'est une c'est fibre. une fibre qui va être similaire à la viscose, qui s'appelle Ecovero. Ouais, d'accord. Nous, pour notre première collection, on a sorti la moitié des tissus étaient Mais il y avait caravane et prairie, donc 5 voilà, tissus au total qui sur le étaient catalogue. Ecovero, parce que pareil, ça nous tenait à cœur. Ensuite, et c'est toujours la même chose, sur le marché, tout n'est pas forcément disponible, labellisé. Donc petit à petit, voilà, notre but c'est d'améliorer le catalogue et d'aller vers ça. Et c'est là où les discussions avec les fournisseurs et la proximité des fournisseurs est aussi importante, c'est parce que nous, on leur dit, bah voilà, nous, dans la mesure du possible, on veut de l'Ecovero. Ok, bon, bah on l'a pas pour le moment, mais bon, si vous nous dites que vous voulez absolument, et on leur dit, oui, on veut absolument. Et du coup, c'est à eux de sourcer, et c'est aussi ça la relation qu'on a avec nos fournisseurs, c'est de leur dire, nous, il nous faut absolument ça là-dessus, parce que c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on veut pour le textile aujourd'hui, et c'est ce qu'on veut vendre comme textile, donc voilà, c'est à eux de trouver aussi. Et c'est en ça où la relation avec le fournisseur, elle est hyper importante. C'est là où je te disais, on a une question, on va à l'usine directement, on va voir l'usine, on discute avec les gens. Voilà, c'est tout ça qui fait que... Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi l'impression numérique, parce qu'on sait que voilà, c'est quand même moins polluant que l'impression au rouleau, et voilà. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était pas une évidence de trouver de la viscose Ecovero ou du coton bio labellisé. Enfin, parfois, on a l'impression, quand on demande et qu'on insiste, qu'on est les seuls, en fait, à s'intéresser à ça. Ce qui est dingue, parce qu'on de parler de développement durable et de produits plus éco-responsables. Et on sent qu'on n'est pas finalement dans la grande majorité. On sent, oui, ce qui sort de ces discussions, c'est que oui, effectivement, c'est la mode, mais finalement, les autres clients, bon, oui, je pense que c'est pas non plus le truc où nous on leur dit il nous faut absolument de l'Ecovero. Les autres clients, c'est bon, bah vous en avez pas, tant pis quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Ensuite, il y a une différence de prix, donc je pense que oui, il y a une différence. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comme ça, sur le papier, oui, on a envie de. Et puis finalement, les gens s'arrêtent peut-être avec la barrière du prix. Et nous, bah, on essaye de pas tomber là-dedans, parce que c'est nos valeurs et on n'en démordra pas. Oui, et c'est en ça où la collection des Unis, elle a été pas compliquée à sortir, mais où ça a été un peu plus long, parce qu'il a fallu beaucoup discuter avec beaucoup de fournisseurs. Il y a le tissage, il y a ensuite la teinture, ensuite il y a les finitions. Bon, c'est des réactions en chaîne, hein, donc il faut tout gérer les uns avec les autres, et du coup, ça fait que c'est un peu plus long, mais au final qu'on est quand même hyper fiers, parce que c'est dans nos valeurs, et puis qui sont beaux, nos tissus. Nos tissus unis sont plutôt jolis, donc on est contente. Bon, bah, génial, c'est très bien. Moi, je trouve ça génial, parce que en fait, ça va dans le sens de l'histoire, et on a besoin d'entreprises comme vous qui se battent un petit peu pour toutes ces valeurs auxquelles on est quand même hyper nombreux à croire. Ouais. Et effectivement, après, c'est un peu le souci, c'est que finalement, je me dis, bah, il faut vraiment, il faut vraiment coudre ses vêtements finalement pour arriver à vraiment avoir ce qu'on veut. Donc à la fois le modèle, le petit type de vêtements, les finitions, etc. Le tissu évidemment, et puis voilà, l'assurance qu'on a choisi tout de A à Z. Ouais. Et en même temps, ça prend un temps fou tout ça, et en même temps c'est ça qui est beau quelque part, c'est que finalement le vêtement qu'on a mis super longtemps à coudre, bah, il a une valeur. T'as un peu plus de mal à te dire que tu vas le porter que 3 mois, quoi. Ouais. Par exemple, si tu te couds une veste, un pantalon, alors une blouse, je dis pas, parce que bon, les filles qui savent coudre depuis longtemps, une blouse c'est quand même assez rapide à faire et tout ça. Mais comme tu y as passé du temps, que t'as réfléchi un peu au modèle que tu voulais, tu l'as ajusté à tes mensurations quand tu sais le faire.
t'y as passé du temps, t'as fait des finitions, des surpiqûres, enfin je sais pas, t'as peut-être brodé un truc dessus. Forcément, au bout du 12e mois, tu vas pas te dire ah bah je vais passer à autre chose. Non, parce que t'as la fierté de porter quelque chose que tu as fait, et enfin voilà, ça c'est là-dessus qu'on mise. Après, tu disais que c'est un investissement bien sûr en termes de temps, c'est aussi un investissement en termes de prix, parce que bah, c'est pas moins cher de coudre ses vêtements en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Concrètement, entre le patron, entre le temps que tu passes, entre ta machine, les finitions, les fils, les boutons, et si tu veux des tissus de qualité, et peut-être plus fait en France, effectivement, il va y avoir parce que enfin, faut être réaliste. Quand c'est fait en France, il y a forcément un surcoût. Enfin, Oui, mais en même temps, ce surcoût, c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est notre travail à tous. On est tous contents d'être augmentés à la fin de l'année, enfin, ou au début de la suivante plutôt, mais et voilà, et on sait que bon, il y a des augmentations en pagaille en ce moment, enfin, de l'inflation en pagaille en ce moment. Donc, enfin, quelque part, il faut aussi qu'on accepte tous collectivement. Alors évidemment, c'est pas possible pour tout le monde, c'est évident, mais quand on peut, bah, oui, c'est ça. c'est super chouette de pouvoir le faire. Oui, quand on peut. C'est sûr que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un choix là-dessus, mais c'est vrai que, enfin moi, en tout cas dans mon comportement de consommation, évidemment, je fais beaucoup plus attention et Oui, mais là, moi, ce que je trouve intéressant dans la couture, c'est que c'est un loisir. Enfin, nous, on voit ça avant tout comme un loisir. Mais en même temps, enfin, depuis qu'on coud, on achète quasiment plus de vêtements. moi, j'en Donc, achète plus. enfin, c'est un loisir qui, en même temps, Et permet utile. de s'habiller. Donc, je trouve que c'est quand même assez gagnant-gagnant au final. Et puis je pense que Contrairement à d'autres loisirs. quand tu fais de la couture, peut-être que quand tu vas si tu continues d'acheter dans le prêt-à-porter, on dit pas qu'il faut arrêter, hein, on dit juste qu'il faut juste un peu se raisonner parfois. Mais je pense que quand tu couds et que tu vas dans un magasin de prêt-à-porter, peut-être que tu es un peu plus dans la critique, Exigeant. dans le jugement. Ouais, c'est clair. Exigeant, et te dire non mais attends, là c'est vraiment cousu n'importe comment, ça coûte 2 francs, enfin ça c'est vraiment 2 francs. Carrément. non mais enfin aujourd'hui, connaissant le prix d'un tissu, tu peux pas te dire j'achète une veste à moins de 15 balles. Enfin, ou alors c'est que derrière il y a un truc qui est pas clair. Ben oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on... Qui ont besoin d'acheter des vestes. Oui, alors déjà, et puis même, tu vois, quand tu as plus de moyens, t'as tellement toujours connu ça que d'acheter un t-shirt à 5 euros ou même des fois 2 euros pour les enfants dans des grandes enseignes de prêt-à-porter pour les enfants, bah, au départ, ça te choque pas, tu vois. Enfin, moi, j'ai acheté sans doute des kilos de vêtements pour mes filles à 5 euros le t-shirt. Et au départ, ça te choque pas. Puis après, tu réfléchis, effectivement, quand tu achètes ton propre tissu, tu dis, ah mais, attends, moi je le paye au plus bas 8 euros le mètre, et vraiment, quand c'est pas cher, C'est surtout la confection. Enfin, c'est surtout bah oui, le temps, bien sûr, le temps homme. Et c'est là où c'est pas logique, c'est qu'effectivement, quand on achète du tissu au kilomètre, c'est forcément moins cher. Nous, on le paye plus cher parce qu'on n'est pas encore au kilomètre, bon, bah, normal. Mais par contre, on se dit derrière, il y a encore la confection et ça coûte que 2,50 € ou 5 euros. Enfin, il faut aussi un peu être réaliste. Encore une fois, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un t-shirt à 25 € et c'est normal. Mais comme tu le dis, quand tu peux, il faut être un peu responsable de ses achats. Mais cette collection, ouais, on est plutôt. Je pense qu'on a le droit d'être fiers. Oui. Bah, bien sûr. On a bataillé. On a bataillé. Et je pense que c'est bien de le dire qu'on a bataillé parce que c'est ça, en un claquement de doigts qu'on réussit à faire en France 100%, quoi. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Bravo les filles. Yes. Vous pouvez être fiers. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres engagements comme ça que vous portez et qui sont importants pour vous, des choses que vous allez développer ou que vous avez déjà mises en place tout à l'heure, tu parlais peut-être d'amélioration sur le packaging. Est-ce que ça va aussi dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est quand même majoritairement finalement les produits que vous vendez qui de toute façon ça fait 90% de votre engagement, c'est sur les produits? Ouais, c'est plutôt les produits. Le packaging, en fait, c'est vrai qu'on en a discuté avec certaines clientes. Nous, on a opté pour un packaging assez simple, parce qu'on aime bien la simplicité et que voilà, on trouve que nos tissus et nos produits sont jolis et que c'est pas l'emballage qui va venir ajouter encore quelque chose. Et puis voilà, il y a des choses qui sont simples
Et puis moi, qui sont écologiques et qui emballent très bien, donc voilà. Qui protègent. Qui protègent très bien. Donc voilà, enfin ça, je pense que ça ne changera pas. Donc oui, il y a des petits ajustements qui peuvent être faits, mais on est contente de ce qu'on a mis en place. Je pense que le packaging, enfin moi je suis pour la sobriété parce que c'est c'est clair. Too much en ce moment, quoi. Ouais, c'est papier de soie, un carton, emballage, étiquette. Enfin, moi, j'ai pas besoin de tout ça quand j'achète, quoi. Enfin, non, parce que et c'est ce que de toute façon, ça va finir à la poubelle. Les retours qu'on a eus, c'était plutôt ça. C'est-à-dire qu'on avait fait quelque chose on a fait quelque chose de très minimaliste, et on a discuté avec certaines personnes nous disant, même encore moins. Ouais. En fait, rien. Ouais. Un carton ou une enveloppe, même pas le tissu protégé par le papier que t'as eu dans ta commande. Là, elles nous ont même dit non mais moi je veux même pas ça, c'est très bien comme ça. Donc mais voilà, c'est une balance entre la protection du produit en soi et parce que bon, les transporteurs, on les connaît tous. C'est pas non plus les gars qui font le plus attention à la marchandise. Donc voilà, on n'a pas envie qu'un tissu arrive trempé ou taché ou quoi que ce soit. Ah ouais, l'angoisse. Voilà. Mais on est vraiment dans... Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à Lucille, j'ai pas envie de tomber dans un truc... Alors déjà, c'est moi qui prépare les commandes, donc si en plus je dois monter 3 étiquettes, non, c'est bon. Non, mais je pense que ça, c'est comme ce qui se passe dans la mode, les mentalités ont commencé à évoluer. On s'est tous rendu compte que les tote bags, quand les sacs plastiques, ça c'est l'exemple. Je pense que là tout le monde est au courant. On a arrêté les sacs plastiques, très bien. Les tote bags, on a commencé à en avoir. Bon, 1, 2, 3, ok, 10. C'est sympa. 10, 25, 50. On se rend compte que dans le placard, il y a 50 tote bags. Au final, bon, c'est pas pire que les sacs en plastique, mais il y a un problème. Donc non, c'est pas possible d'avoir des emballages comme ça qui sous prétexte d'être éco-responsables, finalement, sont... alors, ce qu'on s'était dit et qu'on n'a pas encore mis en place, et c'est la discussion qu'on a eue avec la cliente qui nous a dit « Non, mais même moi, le papier, c'est trop ». Et elle a eu une suggestion qu'on avait déjà en tête, nous, mais il faut qu'on puisse le mettre en place et sur le site internet, tout ça, c'est de la petite case à cocher, en fait. Parce que finalement, effectivement, si t'as pas de tote bag chez toi et que t'as envie d'avoir un petit tote bag pour faire tes courses après, très bien. Si t'en as déjà 25 et qu'en plus on t'en met un direct dans ta commande, bon, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir le truc de la marque, je peux comprendre, mais d'avoir cette petite case qui dit, ok, chez moi, c'est moi la commande, vous me la préparez en sobriété totale, quoi. C'est zéro emballage, j'assumerai derrière ce qui va arriver. Bon, très bien. C'est ça. Voilà. Après, encore une fois, on n'est que 2. On va le faire parce que c'est un truc qu'on a en tête depuis le début, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire sur le site internet parce qu'il faut qu'on développe. Oui, et puis on s'était dit, comme on fait quelque chose d'assez minimaliste, bon, pour l'instant, on est bien. Est-ce que les gens sont prêts? Et c'est de ça qu'on a discuté avec la personne. Ouais. C'est est-ce que les clients finalement ne seraient pas un peu surpris par habitude en fait de recevoir un truc comme ça nu dans un carton, peut-être un petit peu par habitude. Donc, mauvaise habitude. Oui, par mauvaise habitude, c'est juste une question d'éducation. Et c'est là, encore une fois, où le retour client est hyper intéressant parce que elle a eu un mail très bienveillant. C'est-à-dire, je suis contente de la commande, les tissus sont magnifiques. Je me permets juste, parce qu'en fait, dans le petit papier de commande, il y avait une invitation à faire un feedback. Voilà. Bon, en même temps. Et du coup, elle nous dit, voilà, je me permets juste de vous dire, c'est très bien, c'est déjà très minimaliste, mais moi, si ça tenait qu'à moi, je dirais même de virer ce papier de protection. Et donc, et je pense que c'est là où les marques doivent être un peu open. Et après, je peux comprendre que les grosses marques avec 150 000 clients puissent pas répondre à tout le monde et aux exigences de tout le monde, mais c'est un feedback qui nous dit, ok, nous on avait l'idée de mettre cette coche au moment de la commande, de valider la commande, et oui, c'est une idée qu'il faut absolument mettre en place puisqu'il y a déjà 2-3 personnes qui nous l'ont demandé. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose à faire. En plus, pour l'entreprise, ça fait des économies puisque si on paye moins de packaging, voilà, c'est ça aussi. C'est mieux, c'est clair. C'est moins lourd à l'envoi, il y a toute une chaîne derrière qui en découle, en fait. Et nous, on pensait déjà être très sobre et peut-être que ça allait nous être reproché. Et au contraire, on nous dit, c'est très bien, mais vous pouvez aller encore plus loin. Ouais, moi je suis une de plus dans votre liste. Voilà. Mais oui, c'est un développement qu'on va mettre en place. Et c'est ce que l'on te disait, on a plein de choses à mettre en place. Bien sûr.
Bon, il y a des priorités Ouais. qui sont là plus que d'autres, mais bon. Après, moi, ce que je trouve cool aussi d'acheter à une petite marque aussi, c'est d'avoir cette relation un peu personnalisée. Ouais. Donc là, effectivement, vous vous appeliez dans les premières commandes à un peu de feedback. Moi, je me suis dit aussi que le truc qui est sympa quand tu commandes à une petite marque, entre guillemets, une marque de créateur, on va dire, c'est d'avoir un petit mot personnalisé. Alors, personnalisé ou pas, mais toi, t'es pas obligé de m'écrire Mélanie, mais tu vois, un petit mot à la main ou avec une écriture manuscrite qui me dit, bah voilà, merci pour votre commande, etc. Qui fait finalement qu'on a une relation qui n'est pas celle qu'on pourrait avoir si on achète sur n'importe quel gros site e-commerce où, bah, globalement, t'auras jamais ça. En fait, c'est là où c'est le danger du développement pour une marque. Nous, on commence, donc on espère qu'on va se développer quand même. Mais c'est le danger du développement, c'est de perdre la relation qu'avait une marque avec sa clientèle. Et ça demande des investissements, du coup, d'avoir des gens qui sont derrière au service client, c'est la moindre des choses. Et puis nous, on a ce côté Instagram où finalement, on a plein de clientes qui nous disent je suis en panique, j'arrive pas à coudre le col, comment je peux faire, machin. Et où nous, on répond naturellement, mais il y a pas de problème, et on explique, on essaie de trouver des solutions assez rapidement parce qu'on sait que quand on est dans son après-midi couture, on n'a pas forcément envie d'attendre 4 heures qu'à quelqu'un nous réponde. On a envie d'avoir la solution tout de suite pour terminer son truc. Donc voilà, ça nous prend sur notre temps de week-end, mais en même temps, on sait que tout le monde coule le week-end. On n'a pas de week-end, de toute façon. On n'a pas de week-end. Enlève ce mot tout le temps. Et la semaine, c'est du lundi au dimanche. Oui, voilà. Mais voilà, c'est aussi ce qui nous fait, nous, un peu vibrer. C'est que si on a créé cette marque, c'est pour aussi parler avec les gens. Enfin, Oui, carrément. C'est d'être derrière et de partager. Et oui, on a des personnes qui nous disent je sais pas quel bouton choisir. Bon, ok, nous on ferait ça à votre place. Ou la dernière fois c'était le petit col de la chemise où elle arrivait pas. Ou voilà, l'emballage typiquement. Mais parfois on a juste des gens qui nous disent je voulais juste vous dire c'est trop bien. J'ai pas encore acheté mais j'y pense. Mais très bien, pas de souci. Enfin. Non mais c'est hyper bien parce que nous on a nos avis, on en parle, mais c'est cool d'avoir un retour et d'échanger avec les gens parce que nous, on arrive toujours à se mettre d'accord. Enfin, il vaut mieux. Toujours. Alors, en général, on tombe d'accord de toute façon ou d'une autre. Non, mais voilà, là, on se confronte à d'autres réactions et oui, bon, c'est positif, mais non, mais c'est surtout que c'est hyper. Moi, je trouve que c'est quand même hyper bienveillant. En tout cas, ça reste encore dans ce domaine bienveillant. Et puis c'est ce que tu disais aussi au début, c'est parfois on a des nanas qui nous envoient un message sur Instagram et qui nous disent mais en fait j'adore mais je peux pas encore acheter parce que j'ai déjà plein de tissus et je voudrais pas acheter. Et moi le premier truc que je dis c'est il y a pas d'urgence en fait. On est encore là dans un an, normalement il y a encore les tissus, vous inquiétez pas, vous achèterez quand vous aurez décidé de coudre. Et que au contraire on préfère que les personnes aient choisi leur projet plutôt que d'acheter 1m80 et que ça traîne sur le bureau et puis on verra bien ce qu'on fera, quoi. Oui, parce qu'après, le danger, c'est qu'à mince, pour faire ce truc-là, il m'en fallait 2m20. Bon, c'est foiré. Ça peut arriver. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas encore cousu, c'est parce que moi, j'ai acheté sans savoir. Et donc, du coup, maintenant, je sais. Alors, évidemment, je pourrais en racheter, c'est pas le sujet, mais je me dis, non, je vais pas faire pour ce truc-là parce que bon, faut que je sois sûre, etc. Et donc, du coup, je me lance pas. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus, mais en tout cas, je pense à vous dès que je vois mes beaux tissus. Très bien. Et là, j'en profite pour glisser un truc, moi, qui m'exaspère. Dans les marques avec lesquelles on interagit sur Instagram. Et je ne sais pas comment faire passer le message, donc du coup, je me dis, allez, je le glisse là. Non, mais tu sais, c'est les marques qui... En fait, tu prends le temps de faire une story qui va parler d'un produit, d'une marque, d'un truc. Enfin, tu vois, moi, je partage souvent des épisodes de podcast. Et puis, tu partages ça, et la personne qui gère le compte, donc un community manager ou le créateur, ou etc., en fait, jamais il te remercie pour le fait que tu viens de partager un truc qui parle de sa marque, et qui, au mieux, like juste ta publication, ta story. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et il est où le lien avec les gens ? C'est un petit peu. C'est le revers de la médaille des personnes qui ont une très très forte audience. Oui, mais pour moi, c'est pas une. Enfin, je le comprends, mais pour moi, c'est pas une excuse, parce qu'en fait,
justement, t'as mis généralement très longtemps à construire une audience. Et en fait, là, c'est comme si tu disais, ah bah, je m'arrête là, je veux plus d'interaction, j'en ai trop. Bah, je comprends, il y en a peut-être trop, mais juste un merci avec un smiley, Oui. Ah, bah, c'est ça sûr. fait le job. Moi, je demande pas qu'on me raconte, alors merci vraiment Mélanie, c'est vraiment hyper sympa. Oui, après, il y a le too much. Bon. Ouais. Voilà. Mais juste, en fait, je trouve que c'est une, comment dire, Un minimum. oui, voilà, un minimum, et c'est quasi de l'indifférence en fait, et qui bon, je m'en remets, hein, mais ça m'agace quand même à chaque fois parce que je me dis finalement, ils ont pas compris ce que c'était que la com, quoi, et le lien avec les gens. Ouais, non, mais c'est sûr que en plus dans le loisir créatif, alors je parle pas que de la couture, mais il y a quand même plein d'activités créatives. Je pense par exemple aux perles ou des choses comme ça, où c'est vrai que la personne a acheté chez toi, a passé du temps à imaginer, même si c'est pas ce que toi t'avais imaginé, ou au contraire elle t'a peut-être ouvert en disant ah bah ouais j'avais pas pensé, mais en fait ça va vachement bien avec ce type de modèle ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'idée c'est quand même se dire bon je vais voir ce que les personnes font, et la moindre des choses c'est quand même de les remercier, de liker. Bon, voilà, mais je pense que c'est très compliqué pour des marques qui sont en très grande audience, parce que soit il y a qu'un seul community manager et l'investissement financier n'est clairement pas mis sur ces postes-là, alors qu'en fait, ils sont au front. C'est-à-dire qu'ils sont... moi, je pense toujours à l'Instagram je pense très fortement au community manager de la SNCF, mais Ouais, mais là, je pense que c'est une autre stratégie. je voudrais pas être à sa place, parce que moi non plus, ils ont beau RATP et compagnie. aujourd'hui, ils ont beau faire la meilleure com, ils ont une très bonne stratégie de com en ce moment, mais parce qu'ils se sont améliorés et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, les gens sont contre eux. Ouais, c'est certain. Donc voilà, pour éviter ça, le mieux c'est quand même de se dire, ok, on reste près de nos clients, et c'est ça qu'il faut pas perdre en se développant. Et le challenge, il est là-dessus. Ouais, c'est certain. Et puis, comme tu dis, c'est pas forcément des postes clés, les community managers, alors qu'en réalité, c'est hyper important. Et c'est comme le service client. Les services clients, généralement, ils sont pas très bien payés, etc. Souvent, c'est pareil. Qui s'en occupent. En général, sur les réseaux, pour les grandes marques, il y a beaucoup de questions de SAV, donc forcément, c'est lié. Ouais, c'est clair. Oui, on a tous en tête une marque de prêt-à-porter, où quand tu vois les commentaires sur Instagram, c'est que des j'ai contacté le service client, j'attends une réponse, ma commande, mon ci, mon ça. En fait, sur des comptes comme ça, le community manager, c'est clairement du service client. Ouais. Et les investissements doivent être là-dessus, parce que en fait, c'est l'image de la marque qui en pâtit, ou pas, ou au contraire, qui peut être... avoir bénéficié de ça, ouais, c'est clair. Mais voilà, je ferme la parenthèse, mais vraiment, je trouve que c'est hyper dommage d'avoir construit, d'avoir mis autant d'énergie à construire quelque chose pour finalement arriver au Graal, hein, qui est de dire tu as des gens qui partagent spontanément ton contenu, ou du contenu en anglais c'est UGC, User Generated Content, donc le contenu créé par les utilisateurs, donc c'est juste le Graal en com et en marketing, et là donc on te met ça sous les yeux, sur un plateau finalement, et en fait t'as juste la personne en face qui like ta story. Je dis non, c'est ou pareil, ceux qui vont repartager ta story mais sans un mot. Non, en fait, si tu prends le temps de le faire, c'est pour créer quelque chose avec la marque, créer un lien avec la marque. Et en fait, là, du coup, le truc, tu es dans l'œuf, quoi. En tant qu'utilisateur, si tu le fais, c'est que quand même, tu as envie de... Enfin, si t'as pas été rémunéré, ou si t'as pas été rémunéré pour un post ou une story, et que t'as juste envie de le faire parce qu'en fait, t'aimes le produit. T'aimes la marque. Voilà, t'aimes la marque. Voilà, tu te dis, bon... merci, voilà. Oui, c'est quand même toi qui le fais vivre. Oui, je peux comprendre. Mais c'est le gros danger du développement des marques. Ouais, c'est certain. Qui monte d'un coup, en fait, parce que... Oui, et puis des marques qui détournent un réseau social, quand même, pour faire une simple com, une vitrine commerciale. Donc, ils oublient un peu le côté social, et c'est dommage. Interaction, le côté partage, ouais. Et nous, j'espère que jamais ce sera comme ça. En plus, on est deux. Même maintenant,
même parfois on répond toutes les deux, donc voilà. Ah mince, t'avais On répondu. on répond en même temps, donc Nous, potentiellement, tu peux avoir deux Voilà. réponses, hein, donc. alors, souvent, ça tombe sur le même. Ou alors on se rend compte pendant qu'on est en train de Ouais. chercher la réponse. Oui, parce qu'on a accès toutes les deux au compte normal, et du coup. Voilà, c'est la première qui fait surentrée. Il faut quand même rester un peu bon, voilà. Mais Généralement, on est raccord dans ce qu'on raconte. Hein. oui, Tant que plutôt bon c'est ça. signe. C'est plutôt bon signe. Mais oui, enfin. Non, mais moi, je sais que on n'a pas, là, on n'est pas du tout en mode recrutement, hein, Non. vraiment pas. Mais par contre, le jour où on va passer en recrutement, peut-être préparation de commande ou peut-être SAV ou peut-être community manager. Enfin, moi, je sais que les entretiens, ils vont être costauds, hein, parce que Arrête, fais pas peur aux gens. Non, je sais, mais en même temps, tu mets entre les mains quelque chose que tu as construit à quelqu'un. Donc, la moindre des choses, alors déjà, niveau grammaire et orthographe, hein, c'est compliqué en ce moment de trouver des gens qui maîtrisent. mais voilà, je pense que c'est des postes clés, stratégiques, et pour lesquels il faut faire très attention à son recrutement. Ouais, c'est clair. Mais on n'en est pas encore là. C'est ça que je voulais dire, surtout dans notre domaine où on utilise Instagram pour la couture. On a une communauté de personnes qui pratiquent la couture, on est nous-mêmes couturières, on vend du tissu. Enfin, c'est un réseau qui est hyper précieux pour échanger les idées, montrer le rendu des patrons, des tissus. Enfin, c'est incroyable. Donc, ça serait un comble que de pas partager, de pas échanger avec les gens. Alors que surtout dans un réseau, domaine qui est, oui, voilà. Et pour ça, il est hyper chouette. Donc oui, c'est aussi un support de vente. On peut même vendre directement sur Instagram. Bon, on peut lier aux produits du site. Et nous, on a un commerce. Donc oui, Instagram nous sert aussi à ça, évidemment. Mais pour nous, c'est un vrai réseau social. Enfin, on cherche des clients, mais on cherche aussi un réseau de couturières avec qui parler de notre patron, de nos tissus, conseiller. Enfin, Mais c'est là où le plan le plan stratégique de communication est hyper important. Toi, tu travailles dedans, donc tu sais, mais ton plan com, il doit être au cordeau, quoi. C'est-à-dire que je vais pas mettre sur Instagram ce que je mets sur Facebook, je vais pas mettre sur Facebook ce que je mets sur Pinterest. Nous, on a j'allais dire on a tous les réseaux sociaux. Non, on a Pinterest, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et on a notre site internet. Et ces canaux de communication, ça sert à rien de mettre 5 fois la même chose. En fait, il faut l'adapter au public qui utilise ces réseaux, parce que c'est pas les mêmes. Sur LinkedIn, ça va être du professionnel. Sur du Facebook, ça va être plus de la communauté, des échanges de conseils. Sur Instagram, il y a un peu de vitrine, un peu de produits. Enfin voilà, il faut différencier sa com, il faut intéresser les gens. Sur Pinterest, c'est des tableaux d'inspiration, c'est plus montrer un peu nos mood boards, nos couleurs, comment on travaille sur les collections. Donc, c'est hyper intéressant et important d'avoir cette communication différenciée sur les canaux, quoi. Et c'est là-dessus où je pense que certaines marques se perdent un peu. C'est que Instagram, ça a été pendant longtemps leur première vitrine, mais bon là, on en est tous à se demander où va aller Instagram dans les prochaines années, quoi. Donc, oui, c'est ça, sur la visibilité qui est apportée de manière organique, non payante. Ouais, c'est ça. Bon, ça, on verra. Très bien. On voulait parler également d'une nouveauté qui va arriver, qui est la revente de votre collection par des partenaires, par des boutiques avec lesquelles vous allez travailler. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle le B2B en langage pro. Business to business, ouais. C'était pas prévu. C'était prévu, mais pas pour tout de suite. Voilà, c'était dans les idées de développement parce que ça nous tient à cœur de diffuser nos tissus. Mais on se donnait du temps pour d'abord construire notre clientèle, vendre en direct. Et puis on projetait ça sur 2023. 2023 plutôt. Ouais. Et puis finalement, on a eu des demandes. Donc justement cet été, on s'est dit on va essayer de faire plus plaisir à quelques merceries et puis on va tâter un petit peu le terrain et voilà, ça se passe bien. Donc on est contente. Ouais.
Bon, et donc du coup, en plus, ça donne une dimension physique. Là, cette fois-ci, Oui, il y c'est a ça. C'est que une nous, relation physique qui se crée avec les tissus. ouais. On peut les voir, les toucher, etc. Oui, c'est ça. C'est que nous, on n'a pas de showroom, on n'a pas de boutique. À la limite, on peut envoyer des échantillons. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir un réseau physique, ça va nous permettre aussi, si quelqu'un a des doutes, de lui dire, bon, achète pas si t'as un doute, mais par contre, à côté de chez toi, il y a une mercerie qui revend certains de nos tissus. Les matières sont là. Allez voir au moins les matières et faites votre choix là-dessus. Mais non, je pense que c'est une bonne chose et puis c'est rassurant aussi pour nous. Ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne voie et que les merceries cherchent de nouveaux créateurs. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est Ouais, vraiment c'est clair. ouais. Ah ouais. Par contre, donc, elle référence pas nécessairement toute votre, Non. tous les tissus. C'est Non, elle il n'y qui a pas choisit. d'obligation. Oui, ils Ils choisissent. choisissent les tissus qu'ils veulent, en fait. Il y en a il y en a une qui nous a pris, qui nous a pris toute la collection. Il y en a qui nous en ont pris que 1, 2, 3 ou 4. Bon, bah voilà, non, C'est il en y a, fonction, c'est voilà, en en fonction. fonction des commandes. Et puis de leur boutique aussi, Et puis parce que il faut oui, que ça aille. enfin, il faut un stock, chaque boutique a son budget alloué au tissu. Il y a d'autres marques qui sont disponibles, donc elles font leur choix et nous, il n'y a pas de souci. Hein. Non, on va pas obliger à prendre tout le catalogue. Non, et puis c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Bon, bah, c'est très bien, des super projets, tout ça. Est-ce qu'il y a, pareil, des choses que vous avez mises en place dernièrement qui vous tiennent à cœur, des projets particuliers? Eh ben oui, là on est en train on a travaillé sur un tout petit produit de rien du tout, mais je pense qu'il nous tient quand même à cœur. Mm. On a sorti une toute petite étiquette tissée à l'effigie de la marque, donc la Maison Naïve avec le petit logo de la maison. Et en fait, parce qu'on sait que les étiquettes c'est très à la mode en ce moment, tout le Ouais, monde c'est en vrai. fait, et les font très très bien. Et on voulait pas non plus se lancer dans le développement de ça. On a d'autres choses à faire, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est quand même un petit produit qui est sympa sur la finition. Du coup, on a lancé ces petites étiquettes et en fait, on s'est tout simplement dit que ce serait peut-être pour nous l'occasion de plutôt que de le mettre en produit vendu tout simplement, en fait de le vendre et de reverser la totalité des ventes. Je dis bien des ventes, pas les bénéfices, des ventes, qui seront reversées à la Ligue contre le cancer. Voilà, c'est un tout petit produit, c'est pas grand chose. En plus, on s'interdit pas de compléter ce don avec un don propre en fait. Donc on va faire ce don. Je pense que chaque année on va recalculer toutes les ventes qu'on a fait sur ce produit-là et on fera le don à l'association, à la Ligue contre le cancer parce que bon, c'est quand même le mal du siècle. Donc et puis ça nous tenait à cœur de choisir une association et de faire ça sur un petit produit un peu sympa. Voilà. C'est ça. C'est un petit geste. Sur nos tissus, on peut pas se permettre de mettre ce genre de choses en place. On n'avait pas envie de faire quelque chose typiquement au mois d'octobre. On avait vraiment envie d'avoir un truc pérenne, même si c'est tout petit pour commencer, mais au moins on met ce genre de fonctionnement en place, c'est-à-dire des choses que oui, on va entre guillemets vendre, mais dont on ne tirera pas de bénéfice en fait, parce que c'est un petit plus et que nous, notre travail, c'est pas de vendre. Oui, et puis c'est ce que tu disais, l'idée c'était vraiment de lisser sur toute l'année, parce qu'effectivement il y a Octobre Rose qui est très important, là-dessus on est d'accord, mais enfin la lutte c'est pas qu'en octobre, c'est bien évidemment toute l'année, et pour beaucoup de gens c'est des années et des années. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de le faire là, c'est aussi un produit et un don qu'on peut faire à notre échelle. Il est évident que si on arrive à se développer, c'est des choses qui se développeront aussi avec l'entreprise. Ça, je pense que là-dessus, dès le début, on a été hyper ok. Enfin, d'ailleurs, on avait demandé tout de suite au comptable, je sais pas si tu te rappelles, pendant qu'on faisait le business plan, comment ça se passait les dons. Ça faisait partie des nombreuses questions au début, parce qu'on a envie d'inclure ça dans la marque d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est un petit pas. Mais ça permet de... C'est un petit premier pas. Voilà. Mais c'est ce que je te disais, on n'exclut pas de compléter ce don, parce que si, dans la mesure du possible, évidemment, mais voilà. Et on parle pas de reverser le bénéfice, on parle de reverser la totalité des ventes. Donc voilà, il y a eu un coût de développement, mais on le prend en compte et il n'y a pas de souci.
voilà, c'était quelque chose Ah, qui c'est me top, tenait ouais. quand même à cœur. Ouais. Bon, bah très bien. Et ben encore un super moment passé ensemble. Oui. T'as vu, on a été raisonnable sur le temps. Hein. Ah, on est bien à 1 heure quand même. Oui, c'est ça. On peut pas parler moins. Très bien. Je tiens à rajouter merci pour votre patience parce que je vais enlever les moments où mes filles sont intervenues, mais quand même, Pas de soucis, t'inquiète pas. c'est la joie d'enregistrer à distance et en plus Oui. le mercredi. Ouais. Très très bien. On se retrouve une 3e fois. On a prévu un 3e épisode qu'on va enregistrer sans doute autour du mois d'octobre. Ouais, sûrement, ouais. Dans ces eaux-là, et qui sera juste avant un gros événement dont tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est le salon Création et Savoir-faire, qui se tient donc au mois de novembre. Et donc, on s'est dit que le dernier épisode qu'on va passer ensemble, ce serait pas mal de vous inclure, alors toi et tes auditeurs, dans... alors, je sais pas, peut-être qu'on sera dans la panique, mais... Mais on va les inclure dans la panique. On va les inclure dans la panique. Non, on va essayer de vous inclure un peu dans ces coulisses de préparation de salon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça se passe en amont. Il y a beaucoup de personnes qui ne se doutent pas du travail qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est une expérience qu'on a déjà vécue nous pour une autre marque, mais qui est hyper intéressante et pour la nôtre et pour nous. Et enfin, on a hâte, on est déjà en train de réfléchir, on est déjà en train de travailler dessus depuis bien longtemps. Mais voilà, on sera plus dans le concret et on pourra parler de ce salon un peu plus longtemps. parfait. Et comme ça, voilà, on peut déjà se préparer en disant bon, est-ce que j'y vais au CSF, est-ce que j'y vais pas? Bon, j'y vais. Il y a Voilà. les filles de la Maison Naïve. Ouais, c'est clair. Bon, et ben parfait. Ben, encore un plaisir, les filles. Et puis, donc on se retrouve bientôt. Évidemment, on continue à vous suivre sur Insta, sur votre site. Voilà, on peut en plus se faire plaisir. Donc avec les tissus, donc les unis qui arrivent. Là, ils seront en ligne quand? Semaine le 14 septembre. Oui, voilà. D'accord. Mi-septembre. Allez. L'épisode sera diffusé après, donc c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez aller commander les unis pour compléter. Si vous avez besoin, hein, on n'est pas là pour pousser les achats, c'est ça. Absolument. Et puis, au passage, on achète la petite étiquette pour la ligne pour le concert, c'est top. Voilà. Super. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Lucille, à bientôt. Merci Mélanie. À bientôt. Ciao. Me revoici. Je vous invite à faire un petit coucou à Lucille et Fanny sur leur compte La Maison Naïve sur Instagram par exemple, ou sur leur site directement. Je sais que ça leur fera très plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, eh bien c'est trop cool et j'en suis ravie. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières. En parlant du podcast autour de vous, sur Instagram par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs. Et en me soutenant sur Tipeee en me laissant un pourboire. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Ce soutien est très important pour moi, au-delà de l'aspect financier, car il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Un immense merci aux auditrices et aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Et vous pouvez aussi me donner un coup de pouce 100% gratuit, avec une note et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Je ne rate pas un seul commentaire. Alors j'ai pas la possibilité d'y répondre, mais sachez qu'ils me font tous un bien fou. À très vite pour le prochain épisode, et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien, surtout s'il est assez mouvementé. À bientôt!